Donc la définition du dépistage, c'est de screener le maximum de personnes dans une population normale dans le minimum de temps. C'est-à-dire c'est comme passer, si vous voulez, la plage au tamis, et puis tout ce qui passera dans le tamis doit consulter. Donc en fait, les résultats sont binaires au niveau du dépistage. C'est normal, pas normal, doit consulter. Ce n'est pas un diagnostic. Donc ça, moi je le dis souvent aux parents après le dépistage scolaire, parce qu'ils arrivent toujours avec « Ah mais docteur, il a trouvé 5 dixièmes, et vous vous dites que c'est 7, etc., etc. » Le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que si c'est pas normal, il doit consulter, et le rôle du dépistage n'est pas du tout de dire pourquoi c'est pas normal. Donc le dépistage obéit à des impératifs économiques, son coût par rapport à la fréquence et à l'importance des anomalies qu'on doit dépister en termes de santé publique. Alors le dépistage oscille toujours entre deux écueils. Soit il est trop sensible et à ce moment-là, il va induire un nombre de consultations normales trop important. Soit il n'est pas assez sensible et il va laisser passer des gros problèmes. Donc, on est toujours entre ces deux écueils et le dépistage idéal, évidemment, n'existe pas, mais enfin, ceux qui sont en place marchent très très bien. Alors, précoce, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant l'âge de 3 ans, puisqu'il y a déjà un dépistage maintenant qui est fait par les PMI pour les enfants qui sont scolarisés, vers 3-4 ans, puis après 5 ans, puis plus tard. Donc c'est avant l'âge verbal. Alors, dans le carnet de santé, il y a un examen obligatoire à 8 jours. Bon, là, 2-4 mois, c'est pas tout à fait juste. À 9 mois et à 24 mois. Donc là, en bas, vous avez, vous pouvez vous approcher pour voir, un petit bébé qui a 2 mois. Donc, en fait, on voit très bien à 2 mois, enfin bon, de toute façon, ceux qui ont des bébés, ils savent bien qu'à 2 mois, un enfant, il suit parfaitement. La poursuite est complètement organisée, à droite, à gauche, en haut, en bas. Aucun problème. Donc après, plus tard, vers 3-4 mois et 6 mois, se met en place, une fois que chaque œil a bien fonctionné tout seul, après ils apprennent à fonctionner ensemble et c'est les réflexes de fusion et de convergence qui se mettent en place en même temps que la vision binoculaire. Donc là, à 4 mois, au niveau de la vergence, quand on approche une cible, le bébé a un peu de mal à faire la mise au point dessus. Bon, par contre, à 6 mois, il louche parfaitement sur une cible, ça ne lui pose aucun problème. Tout est en place à 6 mois. Ça, bon, vous le voyez mal. Mais c'est une image que j'aime bien montrer aux parents parce que les parents, ils sont sûrs que quand leur bébé a 1 an et qu'on leur dit, bah oui, à 1 an, ils ont 3-4 dixièmes, ils sont catastrophiques, ils disent, mais ils n'y voient rien du tout. Oh, pas du tout. C'est important de leur montrer une image floue pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que 1 dixième ou 2 dixièmes. C'est déjà énorme, c'est une autonomie de déplacement, c'est voilà. Donc en fait, en leur montrant ce carnet que j'ai eu dans des revues Essilor, ça leur fait mieux comprendre. Le dépistage, il doit répondre à 5 questions. Qui dépister? Quand? Qu'est-ce qu'on dépiste? Comment et où? Alors, théoriquement, on doit dépister toute la population, donc tous les bébés. Donc tous les bébés, étant donné que les modes de garde avant l'âge de 3 ans sont très disparates, il y en a qui sont en crèche, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont chez une gardienne, le seul qui voit vraiment tous les bébés, c'est le pédiatre. Après, l'ophtalmologiste, ça, il faut bien l'avoir en tête. À l'âge de 9 mois, il ne doit pas voir tous les bébés à 9 mois. Il doit voir, à mon avis, uniquement les enfants, enfin, des populations particulières, de façon systématique, s'entend. Bien sûr, s'ils ont des problèmes, on les voit avant, hein. Là, à 9 mois, un enfant qui n'a aucun problème et qui a les antécédents suivants doit systématiquement être vu. Les antécédents, c'est soit les antécédents personnels de prématurité, s'ils font moins de 1,5 kg et qui sont nés avant 32 semaines, soit des antécédents personnels neurologiques, donc les paralysies infantiles, l'épilepsie, etc., etc., les anomalies génétiques, bien sûr. Et puis, dans les antécédents familiaux, est-ce que les parents ont eu un strabisme opéré? Je pose quand même la question opéré. Quand les parents disent oh, j'ai eu un petit strabisme et puis c'est passé tout seul, c'est pas un antécédent parce que les strabismes ne passent jamais tout seuls. Les enfants qui louchent vraiment, on les voit à 6 mois, à 18 ans, on les voit toujours. Enfin, les orthoptistes le savent de toute façon. Donc c'est strabisme opéré. Est-ce qu'ils ont eu des antécédents d'ambliopie unilatérale? Ça, les gens s'en souviennent s'ils ont porté un cache petit. Ça, ils savent.
Est-ce qu'ils ont en fait une amétropie forte? En fait, moi, je leur demande, est-ce que vous avez porté des lunettes et quand est-ce que vous en avez porté? Est-ce que c'était en maternelle ou en primaire? Parce que déjà, s'ils disent j'ai été myope à 20 ans, bon, à 9 mois, c'est pas la peine de le voir, le bébé, ça sera normal. Obligatoirement, ça sera normal, quoi. Bon, pareil, quand tes parents ont des lunettes de repos, c'est pas la peine d'envoyer l'enfant à 9 mois chez l'ophtalmo. Ça sera normal aussi. Par contre, s'ils ont eu des lunettes assez épaisses dès la maternelle, qu'ils ne les ont pas laissées après, etc., etc., donc là, oui, ça vaut le coup de les voir, c'est petit. Alors, donc quand effectuer ces tests, alors l'idéal, ça serait qu'à la maternité, comme ils font un test d'audition, bon, peut-être qu'on pourrait imaginer joindre, maintenant il y a des espèces de grosses cibles avec des ronds noirs et blancs, et on pourrait imaginer qu'à la maternité on fasse ce même dépistage qui est assez grossier mais qui est mieux que rien. Mais bon, les pédiatres, ils regardent bien quand même les yeux aussi, donc à 8 jours en fait, hein, le premier bilan c'est 8 jours. Et donc après, dans le carnet de santé, c'est 9 et 12 mois. Enfin, dans le carnet de santé, les examens obligatoires, c'est 9 mois et après c'est 24 mois. Donc déjà là, on est sûr que les enfants sont vus. Le pédiatre et aussi les parents. Donc après, j'ai mis dans la diapo des photocopies du carnet de santé actuel où déjà les parents sont quand même bien briefés, je trouve, sur qu'est-ce qu'ils doivent regarder chez leur enfant. Et ils font quand même énormément d'autosurveillance. Hein. Ils sont plutôt demandeurs de consultation. Enfin, je ne sais pas comment c'est ici, mais à Bordeaux, en tout cas, beaucoup. Et ensuite, à ce moment-là, l'ophtalmologiste intervient, mais toujours avec une cycloplégie. Dès qu'un enfant arrive chez l'ophtalmologiste, il doit obligatoirement être vu pupille dilatée, ça ne peut pas être autrement. Donc, bien sûr, les ophtalmologistes, on est 5300, ça va baisser, les orthoptistes 1800, sachant que les opticiens, évidemment, ne doivent pas prescrire de lunettes sans ordonnance avant l'âge de 16 ans. C'est vrai que le dépistage pose un problème. Qui va le faire et est-ce qu'on va être assez nombreux, etc. etc. Enfin bon, l'idéal, ce serait quand même de le faire. Donc dans le carnet de santé, à la page 17, c'est marqué en bas, n'oubliez pas le carnet de santé, donc pour l'examen 8 jours, 9 mois, 24 mois qui sont obligatoires. Et là, quand même, il faut dépister très tôt les troubles sensoriels. Ça, j'ai regardé, c'est à la page des 9 mois, hein, quand même, c'est pas tout petit. Mais... Donc le dépistage des troubles visuels. Soyez vigilants en cas de, alors tout est dit, hein, il n'y a qu'à retenir ça, et vous avez tous les signes d'appel du tout petit. C'est d'antécédents familiaux de troubles oculaires, donc on les a déjà vus, de prématurité de l'enfant, c'est dit, d'œil rouge, d'œil qui louche, de larmoiement persistant, de reflets blancs dans le trou noir de la pupille, c'est très bien décrit, c'est la leucocorie, et de troubles de comportement visuel, regard inexpressif, mouvements anormaux, clignements, plissement des yeux. N'attendez pas pour consulter un ophtalmologiste. Donc, bon, moi, je trouve que c'est quand même très, très explicite dans le carnet de santé. Et vraiment, bon, si les parents lisent bien, bon, ils sont tout à fait capables de dépister pas mal de choses eux-mêmes. Alors, on dépiste quoi? On dépiste des amblyopies monoculaires principalement, puisque quand un enfant il voit mal d'un œil, rien dans son comportement ne peut laisser présager. Les parents sont toujours très étonnés et très culpabilisés de pas s'en être rendu compte, mais c'est tout à fait normal. Donc, il y a 7500 nouveau-nés par an et 100 000 auront des problèmes visuels. Donc, 60% c'est des amétropies. Donc, je crois que sur une classe actuellement, il y a 14% des enfants qui portent des lunettes. 30% c'est des strabismes et 10% des pathologies oculaires organiques graves. Alors, comment faire le dépistage? Pour le tout petit, il faut avoir quand même un éventail, pas trop important, mais à mon avis de 4 tests, pour pouvoir dire si c'est normal ou pas normal. Un seul test est insuffisant, et en particulier quand même les tests subjectifs. Donc, les tests... Donc il faut la poursuite, l'occlusion, enfin on va le revoir après ça. Hein. Le stérotest de langue, le bébé vision. Voilà, donc là j'ai tout cité. Maintenant on va les voir un petit peu séparément pour voir quels sont les avantages et les inconvénients pour chacun. Alors le bébé vision, donc bon, vous l'avez tout à fait exposé au fond. Donc en fait c'est la technique du regard préférentiel est née aux États-Unis dans une université, dans un département de psycho quelque chose. Où ils ont remarqué que les bébés tout petits étaient attirés par des formes. Et donc, ils ont mis au point les cartes de Teller en 87, qui ont été commercialisées en France, et qui sont des carrés avec des rayures verticales.
très grosse et de plus en plus petite. Donc on place l'enfant à une certaine distance et on sait qu'à 3 mois, il doit avoir par exemple la carte 3 ou 3 cycles, à 6 mois, la carte 6 ou 6 cycles, enfin, le système est étalonné. Donc là-dessus, M. Vital-Durand, qui est neurophysiologiste à Lyon, a étalonné donc, le système pour les bébés et il a sorti son propre test qu'il a appelé le bébé vision et qui est différent parce que là, ce sont des ronds qui sont présentés et au lieu que ce soit noir-blanc vraiment très délimité, c'est sinusoïdal, c'est-à-dire que ça passe par des grilles entre les deux. Mais le principe est le même. Le tout petit est tout de suite attiré par une forme qui se détache du fond. Dès la naissance, c'est comme ça qu'il reconnaît le visage de sa maman. Donc le regard préférentiel ou bébé vision est idéal, bien entendu, en âge préverbal, mais aussi très intéressant chez les enfants qui sont handicapés moteurs et cérébraux. Donc c'est un système qui est étalonné, on sait quelle est la norme à 6 mois, à 3 mois, à 9 mois. Donc on va pouvoir, quand on met un enfant au bébé vision, savoir si ses deux yeux, c'est normal par rapport à l'étalonnage, est-ce qu'il est dans la norme pour un enfant de son âge, et surtout, est-ce que l'œil droit a les mêmes scores que l'œil gauche. Donc c'est quand même très intéressant, ce qui est remplaçable. Ça a des limites, mais c'est la seule chose qui chiffre, où on est un chiffre vraiment pour le suivi du développement visuel de l'enfant. Bon, par contre, le bébé vision, il plafonne, c'est-à-dire que la carte maximale en général, c'est la carte 12, bon, les cartes 15 et tout ça, bon, en général, il ne les voit quand même pas beaucoup. Donc la carte 12, elle est vue à 12 mois, à 86 cm. Donc, c'est insuffisant. Enfin, au-delà de 12 mois, ça n'a plus d'intérêt. D'abord, l'enfant, ça ne l'intéresse plus. Et donc, le maximum du système, c'est 4 dixièmes. Donc, ça veut dire que si un enfant a 1 an, il a les mêmes scores visuels au bébé vision, par exemple, qu'on fait un traitement d'amblyopie, qu'on dit, bon, ben, ça va, tout va bien, et puis après, il ne parle pas. Donc, après, il faut attendre 2 ans et demi, 3 ans pour avoir l'acuité chiffrée à 5 mètres. On peut très bien se retrouver à 3 ans avec un œil qui a 4 dixièmes et l'autre qui a 10. Voilà. Donc, il faut quand même connaître les limites du bébé vision. Au-delà d'1 an, ça ne marche pas. L'acuité maximale n'est pas l'acuité maximale de l'enfant après. Et puis, ça donne des scores visuels. Moi, je dis bien aux parents, ce sont des scores visuels. Ce n'est pas une acuité parce qu'il n'y a pas de discrimination d'un détail. C'est important de faire la différence. Et alors, surtout, bon, le bébé vision ne peut pas assurer à lui seul un dépistage visuel. Ça n'a aucune valeur absolue. De toute façon, chez les enfants, si on s'en tient à un seul test subjectif, on ne peut pas savoir où on va. Il faut vraiment avoir d'autres choses en plus. Alors, le rétinomax, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Alors, bon, tout le monde connaît les réfractomètres automatiques. Quand même maintenant, bon, pour les adultes qui font la mise au point par infrarouge, vous avez le ticket qui sort avec la formule de lunettes à peu près. Donc, c'est le modèle portable pour les petits. Donc l'avantage, c'est que c'est très confortable. L'enfant reste dans les bras de la maman et puis on prend les mesures en 5 secondes et on a le ticket qui sort. Cependant, donc le rétinomax est intéressant. Je vais vous montrer un exemple après. Bon, par contre, dans certains centres, ils ont pensé l'utiliser en moyen de dépistage, c'est-à-dire passer tous les bébés au rétinomax et puis après en adresser certains. Ceci dit, c'est un coût quand même assez élevé parce que l'appareil coûte aux environs de 10 000 €. Donc c'est quand même un investissement, il faut quand même quelqu'un pour le faire marcher après. Et puis, bon, c'est vrai qu'en général, quand même, les amétropies bilatérales, quand elles sont corrigées à 2 ans et demi, 3 ans, elles récupèrent assez bien aussi. Donc ça peut être intéressant, mais bon, c'est un coût. Alors, on dépiste 4% d'amblyopie, sont amblyogènes, considérés comme amblyogènes, les hypermétropies supérieures à 3 dioptries et demie, qui représentent 50% des problèmes. Les astigmatismes supérieurs à 1 dioptrie et demie, qui représentent 30% des problèmes. Les myopies de plus de 1 dioptrie, c'est 20%. Et les hypermétropies astigmatisme associés, c'est 16%. Les anisométropies, c'est 4,2%. C'est sur des enfants entre quel âge et quel âge? Alors là, je pense que c'est, à mon avis, de 0 à 3 ans. C'est pas de 0 à 1 an. Je pense que c'est de 0 à 3 ans, ça. Ça, c'est des statistiques que j'ai tirées d'un article qu'avait écrit Claude Speg, qui est donc professeur à Strasbourg d'ophtalmopédiatrie, et qui a participé au rapport de l'ANAES sur l'amblyopie. Alors, le rétinomax, voilà, bon, ce qui dit, c'est que sans cycloplégie, le rétinomax peut dépister des hypermétropies supérieures à plus 5. C'est vrai qu'un bébé
qui arrive comme ça, si on trouve plus 3, bon, ben, obligatoirement, dilaté, il va y avoir beaucoup plus, c'est pas normal. Les myopies supérieures à -3, bon là je mets entre guillemets, parce que les petits bébés, quand ils regardent le petit sapin de Noël au fond, si on a -5, je ne suis pas du tout sûre que ça veut dire qu'ils aient des myopies quand même. Par contre, les astigmatismes, la valeur de l'astigmatisme ne dépend pas de la cycloplégie. Donc c'est vrai que si à 18 mois, il a 90 plus 3, il faut s'en préoccuper. Donc tous ces enfants-là, éventuellement, peuvent à ce moment-là être orientés chez l'ophtalmologiste. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vous l'explique. C'est un ticket de réfractomètre automatique portable sans cycloplégie. Donc à droite, on lit plus 3,50 et à gauche, on lit moins 1,50. Ça, c'est non dilaté. Donc en fait, on va dilater la pupille et à ce moment-là, il peut y avoir deux cas de figure. Soit c'est une anisométropie et l'œil droit dilaté, on va trouver plus 5 et l'œil gauche, on va trouver plus 1. Donc c'est une forte hypermétropie unilatérale avec une amblyopie. Soit c'est un enfant qui a un strabisme et à ce moment-là, l'œil amblyope n'accommode pas. Donc vous allez voir sur une diapositive après. Et quand on dilate la pupille, on a plus 5 et plus 5. Mais au rétinomax, l'œil droit est amblyope, il n'accommode pas parce que l'accommodation, le point de départ, c'est la netteté de l'image sur la macula, qui démarre, si vous voulez, l'effort de zoom. Et comme les amblyopes ont une macula qui fonctionne mal, l'accommodation est de mauvaise qualité. Et au rétinomax, l'œil amblyope n'accommode pas. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez les diapositives, c'est Elsa. Donc, elle a un strabisme, ça tout le monde le voit. Et elle est arrivée, effectivement, donc vous voyez, elle a, à droite, elle a plus de 25, à gauche, elle a plus de 75. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Donc, ça, ce sont ces courbes d'acuité visuelle. En rouge, c'est l'œil droit. En bleu, c'est l'œil gauche. Donc, elle est arrivée avec une amblyopie droite. Donc, on a mis les lunettes, on a mis les filtres et tout, donc ça remonte. Donc, il n'y a pas de problème. Et les parents m'ont téléphoné affolés en me disant « Mais docteur, notre fille a une pupille qui est énorme, c'est pas possible, il lui arrive quelque chose. » Je dis bah, « Envoyez-moi les photos par Internet. » Ils m'ont envoyé les photos et je les ai gardées parce que là, on voit quand même très très bien que l'œil amblyope n'accommode pas, la pupille est complètement dilatée alors qu'il n'y a pas de goutte. Là, là et là. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le rétinomax non dilaté peut quand même dépister certaines choses. Alors, autre moyen de dépistage qui va être présenté à l'Association française de Strabo là, cette année, qui est tout nouveau, c'est Jacqueline Mavas qui a mis ça au point avec le docteur ou le professeur Franceschetti. Donc Jacqueline Mavas est une ophtalmologiste qui a quand même un grand âge maintenant et qui est toujours à la pointe des bonnes idées. Et elle propose un dépistage par Internet. C'est vrai que maintenant, la médecine, enfin même l'ophtalmo, marche beaucoup par image numérique. Tout est informatisé, donc on met des images dans l'ordinateur et tout ça, puis après on peut les regarder. Les diabétiques, bon ça va se faire comme ça, les glaucomes, les papilles, tout ça. Donc elle s'est dit pourquoi pas, surtout qu'il y avait déjà eu un appareil avant le rétinomax qui avait été sorti par des Italiens. C'était un peu de la photo-oculographie, on plaçait le bébé à 5 mètres, effectivement, avec les reflets qui étaient imprimés, on regardait s'il y avait un strabisme ou pas. Elle a repris ce principe et elle propose, en fait, sur le site ph-ord.com, en majuscule, je n'ai pas eu le temps d'y aller, donc je ne sais pas ce que ça donne. Elle donne la méthode aux parents, c'est-à-dire vous mettez l'enfant à 1 mètre de vous et vous le photographiez avec un flash, et après vous nous envoyez les photos et eux regardent directement sur leur ordinateur les reflets cornéens et disent aux parents il y a un strabisme, il n'y a pas de strabisme, etc., etc. Ils ont fait quand même tout ce qu'il faut pour que au niveau là, de l'anonymat des images, tout ça, hein, que le site soit quand même bien verrouillé. Voilà, donc ça c'est les moyens. Donc où doit se faire ce dépistage, ça revient à dire qui doit le faire. Donc tous les bébés passés par les pédiatres, ça je l'ai déjà dit, ils ont un rôle d'orientateur et donc à mon avis le dépistage fait quand même appel à un personnage à des gens spécialisés, surtout pour le tout petit. Et c'est les orthoptistes ou les pédiatres quand ils voient quelque chose de pas normal, qui sont quand même les mieux placés à mon avis pour dépister les bébés, d'autant plus que les bébés vont rarement directement chez l'opticien, ils vont chez l'opticien en fait une fois qu'ils ont l'ordonnance de lunettes. Donc les orthoptistes, c'est un personnel qui est très qualifié à mon avis pour faire ça. Chez le petit, de toute façon, rien ne remplace l'œil humain. Parce que le petit, bon, il se distrait facilement, donc tout ce qui est un peu automatisé, machine, bon, ça ne peut pas marcher. Et les tests objectifs sont très importants. Donc pour dépister une amblyopie,
bon, à mon avis, il faut d'abord faire ces tests objectifs, et puis après, on fait les 2 tests subjectifs, et puis on voit. Alors, le dépistage de l'amblyopie, c'est l'écran alterné, hein. Donc, c'est vrai que quelquefois, c'est pas très interprétable, mais quand même, les enfants qui ont une amblyopie franche d'un côté, les tout petits, bon, quand on cache le bon œil, bon, chaque fois, quand même, ils sortent la tête, hein. Donc, après, une fois qu'on a fait son écran alterné, et qu'on s'est dit, bon, il y a un œil qui ne doit pas bien y voir, on peut les mettre au bébé vision, et à ce moment-là, effectivement, on va avoir un score normal sur un œil et un score effondré sur l'autre. Là, on est sûr. Après, pour la vision binoculaire, c'est les tests prismatiques. Bon, ça, les orthoptistes connaissent les tests prismatiques. On met un prisme devant un œil, donc ça va dévier l'image, donc on va regarder le mouvement sur l'autre œil. Quand un œil n'y voit pas, le déplacement de l'image n'est pas senti, il n'y a pas de mouvement sur l'œil qui n'est... Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est un peu technique. Et donc, si les tests prismatiques sont anormaux sur un œil, ça veut dire que l'enfant n'a pas de vision binoculaire. Donc à ce moment-là, on peut passer au stéréotest de langue. Et il ne le verra pas. Le stéréotest de langue, il est vu à 9 mois, bon, 1 an quand même. Bon, c'est plus difficile. Ils ne répondent pas toujours. Par contre, le test prismatique, on peut dire si c'est normal, pas normal. On a les prismes dans la boîte à essai. C'est tout petit. C'est très facile à faire. Il faut beaucoup s'entraîner au début. Il ne faut pas... Puis après, ça se fait très facilement. Donc la place de l'ophtalmo, c'est un examen spécialisé. La cycloplégie est impérative. C'est la seule qui a une valeur absolue. Mais ça s'adresse à une population précise. Donc l'ophtalmologiste, il a 4 étapes obligatoires dans son examen. Donc j'ai mis SMART, c'est-à-dire sensoriel, moteur, anatomique et réfractif. Ce n'est pas un choix multiple. C'est-à-dire que l'ophtalmologiste, il ne doit pas avoir ou le sensoriel et l'anatomique, ou le moteur et le réfractif. Il faut avoir tout. Le sensoriel, c'est qu'est-ce que l'enfant voit. Le moteur, bon, bah, c'est est-ce qu'il y a une paralysie oculomotrice, un strabisme et tout ça. Puis après, obligatoirement, c'est la cycloplégie, l'examen est dilaté. Donc, obligatoirement, on a l'examen anatomique, la cornée, le cristallin, le fond d'œil. Et obligatoirement, après, on mesure la réfraction. On doit avoir tout. Donc, après, l'ophtalmologiste, il faut surtout bien écouter les parents parce qu'ils voient beaucoup de choses. Ils vivent avec le petit toute la journée, donc ils savent bien. Après, bon, il suffit de regarder aussi l'enfant, et puis dans la boîte à essai, ça ne nécessite pas un gros matériel. Donc là, vous avez le bébé vision, en bas, il y a le rétinomax, et puis pour faire le fond d'œil, le casque est pratique, comme les ORL, là, on a un casque et puis la loupe, comme ça, le petit reste sur les genoux de sa maman, et ça se passe bien. Voilà. Donc, parmi les signes importants, quand même, à connaître, c'est bon, cette fameuse pupille blanche, dont le terme technique, c'est la leucocorie. Bon, ça, c'est quand même effectivement une urgence. Ça peut être une cataracte congénitale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toujours, après, derrière, ça peut être un problème de rétinoblastome, hein, qui est la tumeur intraoculaire la plus fréquente chez l'enfant, et qui sont diagnostiquées par des pupilles blanches, par des strabismes aussi. Hein. On va le voir après, j'ai des histoires à raconter. Ben voilà. Alors là, bon, vous ne voyez rien, mais ce n'est pas grave. Donc ici, c'est un fond d'œil. Donc normalement, le fond d'œil, si vous voulez, c'est tout rose. Les vaisseaux sont bien dessinés et la papille, elle est bien blanche. Donc ça, c'est le fond d'œil de Marine. Alors, bon, Marine, vous ne la connaissez pas. Moi, je l'ai vue la première fois à 2 ans et demi. Elle revenait de Paris. Et Marine, elle a commencé à loucher à 15 mois. Donc sa maman l'a amenée donc, chez un premier ophtalmo. J'ai dit, bon, petit strabisme, petite lunette. Voilà, vous mettez les lunettes, ça va passer, ça va aller mieux. Puis ça ne passait pas. Donc, elle a vu un deuxième ophtalmo à 17 mois. Non, non, petit strabisme, petite lunette, ça va passer, vous inquiétez pas. Je ne jette pas du tout la pierre sur les confrères parce que ce n'est que 3 mois après qu'elle est allée en vacances donc dans son pays, en Normandie, et qu'elle a amené sa fille chez l'ophtalmologiste qui l'avait suivie toute petite parce qu'elle se disait quand même il y a quelque chose qui cloche. Alors, je ne jette pas la pierre aux confrères parce que finalement, il y a 3 mois qui se sont passés et pendant lesquels la tumeur a pu tout à fait flamber et devenir absolument évidente alors qu'elle était peut-être microscopique au départ. Hein, ça, tout à fait d'accord. Et quand l'ophtalmologiste a dilaté les pupilles à 18 mois, ben, il y avait 2 énormes taches blanches dans les 2 yeux. Donc elle est partie directement à Curie. Elle a eu la chance de conserver ses 2 yeux. Elle a un œil qui a perception lumineuse négative. Elle a 10 dixièmes de l'autre. Elle a 15 ans maintenant. Elle a une radiothérapie. Elle a eu de la chimiothérapie. Et elle va bien. Donc moi, je l'ai vue à 2 ans et demi parce que la maman, en fait, avait besoin d'un ophtalmo relais, puisque, en fait, les rétinoblastomes, ils sont suivis tous les 3 mois à Paris. Hein, ils ne les lâchent pas comme ça, heureusement. Mais bon, c'est quand même pour dire qu'il faut toujours rester vigilant et vraiment
rester très rigoureux avec tous les petits-enfants qu'on voit, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière quand même. Ouais, et les tests sur Internet, ça ne vous fait pas peur par rapport à ça? Les tests dont vous parliez tout à l'heure? Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est encore lancé, puisque Jacqueline Mavas va présenter ça donc, au mois de mai à la SFO, à l'Association française de strabologie. Est-ce que ça va être validé, pas validé, j'en sais rien. Bon, Jacqueline Mavas, c'est quand même quelqu'un de bien. Donc, il y a d'autres noms, enfin, dans l'article qu'elle a fait paraître, là, pour la publication, il y a d'autres noms. Donc, je pense qu'elle a formé des gens. Parce que des tests sur Internet, les parents ils vont dire ah, ils passent le test, tout va bien, mais ils peuvent passer à côté de certaines choses, ils vont pas aller chez l'ophtalmo. À mon avis, obligatoirement, c'est incomplet. Hein. C'est obligatoirement incomplet. Mais là, c'est toujours pareil. Est-ce que si le site sort, bon, forcément, il y a des gens qui vont y aller. Après, le tout, c'est que derrière, il y a des personnes honnêtes qui soient capables aussi éventuellement de demander des antécédents des parents, etc. etc. Bon, bah, c'est une idée. Hein, ça paraît incroyable aujourd'hui, mais dans 20 ans, on ne sait pas comment les choses vont fonctionner. Donc là, vous avez une image de cataracte congénitale des deux côtés, pupille dilatée. Donc là, on voit bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Non? Ah bon. Bah, vous pouvez vous rapprocher, hein, si vous voulez. Et alors, en bas... Non, mais je peux monter un peu leur micro. Non, mais là, ah oui, c'est bien, alors. Bon, voilà. Alors, je proposais, comme maintenant le rétroprojecteur va arriver, que éventuellement, si vous avez des questions à poser sur la première partie du topo, mais bon, la deuxième va pas être très longue quand même, hein, au sujet du dépistage, que vous les posiez maintenant, parce qu'après, il y a plus de diapos de cas cliniques, et donc c'est vrai qu'avoir un grand écran, ça sera mieux. Donc, de toute façon, là, je pense que les ophtalmologistes ici sont confrontés à un problème de délai, comme partout. Et les orthoptistes, après le dépistage, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Il faudrait... parce que les orthoptistes qui font les dépistages à 3 ans, quand même, elles envoient 2000 ou 3000 dans l'année, non ? Par an. D'accord. Alors moi, en fait, mon chiffre est largement sous-estimé parce que c'est celui que j'ai eu par Marie-Ève Guilcoloc qui fait que Bordeaux. Quoi. Et donc déjà, 2-3 000 par an, c'est énorme. Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui. Oui, voilà. Donc s'il y a 6 000 enfants, ça veut dire qu'il y a 6 000 bébés, quoi. Donc ça pose un problème d'organisation de toute façon qui n'est pas résolu. Hein. Voilà. Ouais.
Voilà, alors je voulais poser peut-être des questions, si personne pose des questions. Ah oui. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous parliez de score, mais je ne suis pas trop saisi par rapport à l'acuité. Oui, alors l'acuité visuelle, en fait, c'est un pouvoir de discrimination. C'est la capacité la capacité de distinguer un détail à 5 mètres. Et en plus, ça fait quand même appel souvent à des phénomènes de reconnaissance, les images, les lettres, etc. etc. Donc c'est quand même un mécanisme beaucoup plus précis et beaucoup plus complexe que le bébé vision, où il n'y a pas de reconnaissance de détail, où ça, si vous voulez, ça stimule autant la rétine périphérique que la rétine centrale. Donc on peut avoir des enfants qui regardent avec avoir des réponses alors au bébé vision, alors que si vous voulez, au test aux images, ils vont avoir des acuités très basses. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant sur les correspondances qu'on donne aux parents. En 10e, bon, parce que ça peut quand même les induire en erreur. C'est pas quand même une vraie acuité visuelle dans la définition pure de l'acuité visuelle. C'est pour ça que moi je leur dis c'est des scores visuels. Et quand ils demandent, bon alors il a combien, parce que c'est les chiffres en 10e, c'est vital pour les parents. Ils sont vraiment très 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 attentifs à ça. Bon, je leur dis, ils voient bien comme tous les bébés de 3 mois, puisque à 3 mois, ils ont un 10e, à 6 mois, ils ont 2 dixièmes, à 1 an, ils ont 4 dixièmes, à 2 ans, ils ont 6 dixièmes, et puis comme ça, ils ont 10 dixièmes à 4-5 ans. Voilà. Parce que si on dit la carte 3, c'est la même chose qu'un 10e, c'est pas tout à fait vrai quand même, si on veut être puriste, quoi. Alors, bon, je n'ai pas trop détaillé là parce que en fait le système est présenté. Je vais revenir en arrière. Voilà, alors l'enfant il est sur les genoux de la maman. Donc à 3-4 mois c'est 57 cm, non c'est 38 cm, 6 mois c'est 57 et après c'est 87 cm. Et donc on s'est présenté dans un paravent uniformément gris, puisque les cartons, voilà, c'est les cartes de Teller, mais c'est le même principe. Hein. Le carton est gris avec la mire qui est de ce côté. Donc l'observateur est derrière le paravent et au centre du carton, il y a un trou. Donc on met le carton et on regarde par le trou et l'enfant, quand il voit la mire, donc on change, on les présente de plus en plus petites et alternativement à droite ou à gauche, enfin de façon aléatoire. Et l'enfant, dès qu'il perçoit, si vous voulez, la mire, dès qu'il voit la mire, tout de suite, il jette un œil immédiatement. Il porte son regard dessus tout de suite. Voilà. Bon, alors quelquefois, bon, il va regarder un peu ses pieds, donc on prend des clochettes pour réattirer son attention, mais enfin, ça va quand même vite. Hein. Et quand il ne distingue plus la mire, à ce moment-là, pour lui, c'est tout gris, ça n'a plus aucun intérêt, il se désintéresse tout de suite. Il regarde à gauche, et il dit, voilà. Alors, je vais poser une question. Combien d'entre vous, en fait, ont le bébé vision, ont l'habitude de le manipuler? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Quand même, voilà, alors justement la lunette du 21e siècle du petit. La différence, voilà. Je crois quelquefois il faudrait mettre les vieilles photos dans la salle d'attente pour que les parents vraiment se rendent compte des progrès. Parce que ça, c'est des petits justement que j'ai vus, à qui j'ai demandé hier à la maman de m'envoyer les photos par mail. Et ça c'est vraiment la lunette du 21e siècle. Il y a le coussinet en silicone, vous voyez, elle va bien au-dessus des sourcils.
Et là, les charnières sont en plastique. Et ça, je crois que c'est quand même un point énorme quand les petits apprennent à marcher. Bon, c'est vrai qu'on en équipe plein en lunettes, ils sont quand même pas tous éborgnés, mais c'est un plus, la charnière plastique. Et ce qui est incroyable, c'est que là, vous allez voir la diapo suivante parce qu'elle est encore meilleure. Génial. C'est les deux sœurs. La maman a -13, donc elle m'a amené les deux petites. Elle est née en 2006, elle est née en 2005. Donc le diagnostic est fait à des âges différents, mais au même moment. Elles ont toutes les deux -9. Donc elle a déjà une petite amblyopie, c'est pour ça qu'elle a un filtre. Mais regardez, c'est sensationnel quand même. Alors le mieux, c'est que je les ai vus donc il y a 8 jours. Quand vous prenez la lunette avec des verres de -9, c'est une lunette plume. C'est aussi léger que les lunettes plumes qu'on met, les montures sans monture pour la presbytie. C'est des lunettes qui ne pèsent rien du tout. Et ça, je trouve que c'est quand même c'est génial. Donc voilà, le dépistage visuel précoce, il peut être mis en place avec une coordination capitale entre les pédiatres, les orthoptistes, les ophtalmos, les opticiens. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et voilà, je vous ai mis une photo. Donc, c'est comme les premiers cosmonautes, hein, dans les années 60, ils avaient les premières lunettes pour bébés. Je trouve que c'est bien. Il faut se remémorer quand même ce que ça a été. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Oups. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Les lunettes tropiques sont heureux de vous avoir accueillis ce soir pour cette conférence. Je voudrais remercier particulièrement le docteur de Bidéran pour son excellent exposé, malgré, en dépit des petits problèmes techniques du début de soirée. Et puis je voudrais la remercier de son excellent exposé. Docteur de Bidéran, ophtalmologiste à Bordeaux, que tout le monde connaît ici pour son explication sur le sujet de la vision du bébé. Elle a fait le déplacement depuis Bordeaux pour animer cette soirée, donc merci docteur. C'est pourquoi, avec la participation de certains opticiens partenaires, le groupe Lachal et Optical Center, nous avons invité des personnes qui sont en contact avec la toute petite enfance, des pédiatres, des hôpitaux, PMI, crèches, conseils régionaux, ainsi que des mairies, sans oublier bien sûr les ophtalmologistes et les orthoptistes, qui sans eux, rien ne pourrait être fait en la matière. Or, il ne peut pas y avoir de solution efficace que si l'équipement de lunettes du bébé est parfait, comme l'a dit le docteur. C'est pourquoi, avec Tropic, on a mis au point des lunettes parfaitement sur mesure, tant au niveau du nez que au niveau des branches, que vous pouvez trouver auprès de nos opticiens partenaires du groupe Lachal et Optical Center. Enfin, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire que vous avez trouvé sur vos chaises et de les remettre à la sortie. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Voilà. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'il faut les voir absolument dilatés. Bon, après le procédé de dilatation, bon, le skiacol, pas avant 1 an. Avant l'âge d'1 an, c'est vrai que, bon, l'atropine est très bien. 7 jours, bon, oui, enfin, moi, je mets un peu moins. Hein, je mets 3-4 jours. Et puis le skiacol. Moi, j'utilise pas mal de skiacol quand même. C'est pratique. Ça dépend si les gens viennent de loin, effectivement, tout de suite, c'est l'atropine, parce que faut pas qu'ils aient de gouttes à mettre pendant qu'ils conduisent, c'est compliqué. Voilà. Non, l'atropine 7 jours, ça reste de mise, mais c'est vrai que par exemple au début de strabologie, bon, on peut mettre moins. C'est moins lourd. Oui. Alors le midriaticum, c'est très pratique parce qu'il n'y a aucune contre-indication. Mais si on va voir quelque chose d'à peu près correct, il faut en mettre au moins 6 fois.
Donc on peut l'utiliser en première intention, à la limite, si on veut que les mamans dilatent la pupille avant de venir au cabinet toute seule. Comme ça, on sait qu'on n'a pas à se préoccuper, est-ce qu'ils convulsent, est-ce qu'ils convulsent pas, etc., etc. Mais il faut garder en mémoire, ce n'est pas encyclopédique du tout, de référence. Ça va permettre de voir le pôle postérieur, ça va permettre effectivement, si l'enfant a une hypermétropie de plus 8, bon, on va avoir un plus 4, plus 5, on va tilter un peu, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et on va le revoir vraiment bien dilaté. Mais il ne faut pas prendre ça comme mesure vraiment pour des lunettes. Bah non. Bah les cigarettes non plus. Enfin je sais pas bon. Non, le skiacol n'est plus pris en charge, c'est vrai, les parents se plaignent de temps en temps. Mais... Après, on peut leur donner le choix aussi, hein, si vous voulez. Enfin le choix est relatif. Il faut quand même dire aux parents que ce qu'on va prescrire sur le nez de leur enfant dépend quand même exactement de comment ils vont mettre les gouttes. Ça, c'est incontournable. Si les gouttes sont mal mises, eh ben, leurs enfants, ils vont avoir n'importe quoi sur les yeux comme lunettes. Ça, c'est incontournable. Après, on peut leur demander, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez prendre de l'atropine? Vous allez mettre les gouttes pendant 4 jours, et c'est remboursé par la Sécu. Est-ce que vous préférez prendre le skiacol, qui n'est pas remboursé, et vous le mettez 1 heure avant 3 fois? Et ils choisissent. Je veux dire, il n'y a pas de solution. Chaque solution va avoir un écueil. Donc, je veux dire, de toute façon, il faut l'examen dilaté, sinon on fait n'importe quoi. Alors, à partir de ce moment-là, bon, je veux dire, après, ils peuvent choisir un collier ou un autre. Mais le tout, c'est qu'ils fassent les choses comme on leur dit. Après, ils font choisir ce qu'ils veulent. Oui, quand il commence à parler, vers 2 ans et demi, enfin, l'enfant parle avant, mais pour se plier à la rigueur d'un examen et parler devant quelqu'un qu'il ne connaît pas, les plus précoces, c'est 2 ans, 3 mois. Voilà. Et alors les tout petits, quand on met plusieurs images, en fait, et qu'on leur dit, dis-moi ce que tu vois à la télé, ils disent une image. Ils disent jamais toute la ligne, parce que pour eux, quand on présente plusieurs images, c'est un choix multiple. Ils n'ont pas du tout le truc d'aller d'un dessin à un autre, ça c'est un mécanisme de prélecture. C'est quand ils arrivent à 4 ans, 4-5 ans, ils le font ça. Et les tout petits, pas du tout. Donc les tout petits, on va leur présenter la ligne, clac, ils vont voir rien, ils vont dire, puis après c'est fini, il faut changer la ligne, passer à une autre ligne. Leur demander c'est quoi le dessin à côté, c'est compliqué pour eux, ça rentre pas dans leur logique. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Et puis de la même manière, ils disent jamais qu'ils voient pas. Ils disent n'importe quoi, mais quand ils disent n'importe quoi, ça veut dire qu'ils voient pas. Mais ils disent jamais qu'ils voient pas. Parce qu'en fait, ils sont pleins de bonne volonté, on leur dit dis-moi ce que tu vois à la télé, donc ils disent. Voilà. Voilà. Vous auriez un conseil pour garder l'attention de l'enfant en magasin? Parce que souvent, quand on est avec eux, ils se dispersent. Pour garder l'attention d'un enfant dans un magasin. Est-ce que les jouets, c'est un moyen? Non, peut-être pas. Ah si, quand même. Ouais. Les jouets, les lumières, il y a les petits jouets très contrastés. Pour les petits, je parle, hein, pour les tout petits. Les petits jouets très contrastés, noirs et blancs, voilà, qui font du bruit. Si, ça capte bien leur attention quand même. Ah si, les jouets, oui. Le bruit, quoi, faire du bruit.